Bonjour Laurent Soli. Alors, on est sur une semaine qui est très importante pour l'ensemble des réseaux sociaux, des médias sociaux et des gouvernements, puisque demain sera signée l'initiative de Christchurch. Ça se passera à l'Élysée en présence de plusieurs chefs d'État, chefs de gouvernement et surtout en présence de plusieurs plateformes, dont, pour représenter Facebook, mais même l'univers des marques Facebook, WhatsApp et Instagram inclus, Nick Clegg, qui s'occupe pour vous d'affaires publiques, notamment auprès de l'Europe. C'était important d'en passer par là pour montrer qu'en effet, on ne montre pas de blanche et que les plateformes sont accountable comme les autres en matière de propos haineux. Oui, c'est très important pour nous d'être présents et c'est Nick Clegg qui représentera Facebook demain. Il était d'ailleurs à Paris la semaine dernière avec Mark Zuckerberg lui-même. Et Facebook, depuis plusieurs mois, et notamment dans une tribune, je crois, très importante de Mark Zuckerberg, publiée il y a quelques semaines, a exprimé et a défini sa position sur les sujets de régulation. Et notamment comment l'entreprise elle-même travaillait et investissait de façon très importante pour la modération des contenus, et notamment des contenus de violence et de haine, investissait et renouvelait ses règles pour lutter contre les interférences politiques, notamment pendant les process électoraux, et il y en a un extrêmement important, bien sûr, actuellement dans notre pays et en Europe, comment elle redoublait notamment d'innovation technologique, de modération dans ses ressources humaines, et comment elle appliquait, bien entendu, les règles de protection des données et donnait des outils de contrôle des données de plus en plus efficaces et simples à utiliser pour les utilisateurs. Et donc elle a renouvelé fortement l'entreprise, son engagement, sa vision. Il y a eu, comme vous le savez, un travail particulier mené ici dans notre pays pendant un peu plus de 6 mois avec un groupe commun d'équipes de Facebook et de hauts fonctionnaires français désignés bien sûr par le gouvernement pour étudier les modalités de la régulation des contenus de haine notamment et comment Facebook travaillait. Ça a donné lieu à un rapport qui a été remis vendredi au gouvernement. C'est un travail évidemment unique et qui montre à la fois la volonté de l'entreprise Facebook de prendre les responsabilités, mais au-delà de vouloir définir en partenariat et en discussion avec les autorités publiques la régulation des plateformes et d'Internet d'aujourd'hui. Et Mark Zuckerberg lui-même, ici en France, l'a exprimé publiquement, il l'a exprimé devant le président de la République, et c'est évidemment un engagement très fort de l'entreprise. Je pourrais revenir, si vous le souhaitez, sur un certain nombre d'actions et évidemment de mesures qui sont prises par Facebook. Alors précisément, ce matin, on regardait une vidéo de Pierre Moscovici, ou plus exactement, Pierre Moscovici se plaignait du poids des fake news dans la montée du populisme et dans la manière dont ça brouille le débat européen. Simplement, cette déclaration, elle remonte à 2015. C'était une archive de l'INA qui nous l'avait fournie. Et c'est au moment de la mise en place de la nouvelle Commission européenne. Et en l'occurrence, il ne s'agit pas simplement de Facebook, mais de l'ensemble du monde numérique. On est presque 5 ans plus tard, donc le temps d'un mandat de commission. Et on a un peu l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Des moyens, vous venez de l'évoquer, mais en termes de résultats. Je crois au contraire qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et qu'on peut déjà observer, et depuis plusieurs mois, et même plusieurs années, les impacts des décisions qui ont été prises. Alors sur le sujet, puisque manifestement je n'ai pas vu cette vidéo, mais il s'agissait des fausses informations. Peut-être vous dire précisément comment nous luttons contre les fausses informations et les moyens qu'on y met. Parce que je peux devant vous vous dire que nous prenons nos responsabilités, ce qui est vrai, et c'est mieux de le dire comment et de montrer les résultats. Laurent, si vous m'autorisez, juste un mot. Je vous t'autorise, Philippe Bailly. Un mot, mais qui permettra de mettre les choses en relation. Ce matin, il y avait aussi Fabrice Frisk, le président de l'AFP, qui nous disait qu'il a 40 collaborateurs à l'AFP qui sont employés à plein temps pour faire du fact-checking. Donc maintenant, en face de ces 40, combien de divisions ? Vous voyez, vous-même, vous constatez que depuis 2015, il y a un travail qui a été fait avec des partenaires. Si vous me donnez 2 minutes, pardon d'être un peu long, mais
ça vaut la peine de prendre un peu de temps pour justement vous dire comment on travaille sur ce sujet. La lutte contre les fausses informations est évidemment une activité extrêmement importante sur laquelle on a mis des moyens. Comment lutter efficacement contre les fausses informations ? Le premier élément, c'est d'abord de lutter contre les fausses pages. Les fausses pages qui sont créées par un certain nombre d'entités, de personnes, parfois de structures, y compris proches d'États, sont le premier vecteur des fausses informations. Le premier élément qui est le plus efficace, c'est de lutter contre la naissance, l'installation des fausses pages. Nos outils, et notamment l'investissement considérable que nous avons fait en intelligence artificielle, nous permet de lutter contre les fausses pages. Nous en bloquons, en tentative de création, plusieurs millions par jour. Au cours des 6 derniers mois de l'année 2018, c'est 1,5 milliard de fausses pages qui ont été bloquées. Et nous communiquons le plus possible, dès que nous pouvons donner les éléments d'information, notamment aux journalistes, notamment au grand public, sur l'origine de ces fausses pages, la géographie des territoires qu'elles pouvaient viser, etc. Pas plus tard qu'il y a une semaine, nous avons précisé avoir bloqué un certain nombre de fausses pages dont l'origine géographique était la Russie. Nous cherchons en permanence à lutter contre cela parce qu'elles sont le premier propagateur des fausses informations et aussi des risques d'interférence pendant les élections. Nous avons, il y a quelques semaines, annoncé en avoir bloqué un certain nombre, plus de 600 en une journée, sur la région du Moyen-Orient, et l'origine géographique était l'Iran. Et nous communiquons de façon la plus transparente sur cette activité et les résultats, et notamment les moyens qu'on y met. C'est l'intelligence artificielle qui permet à nos outils de repérer par une signature et un comportement suspect des fausses pages. Et notamment le travail qui a été mené ici en France, à Paris, par le laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook, qui a été installé ici il y a 5 ans, qui est pour nous un des plus importants au monde, plus de 80 chercheurs. Deuxième activité, c'est le travail, et vous l'avez dit, Philippe, avec les fact-checkers. La position de Facebook est de dire, ce n'est pas à nous d'arbitrer sur ce qui est vrai ou ce qui est faux. Nous n'avons pas les équipes pour, ce n'est pas notre métier. Néanmoins, il faut, puisque nous voulons lutter contre les fausses informations, que nous puissions, avec des partenaires, éviter, stopper, sortir des contenus qui seraient manifestement faux. C'est pour cela qu'à partir d'ailleurs de 2017, en France, qui a été le premier pays où on a entamé ce process, on a noué des liens avec des réseaux de fact-checkers. En France, il y a 5 entreprises. L'AFP, vous l'avez cité, Le Monde, Libération, France Média Monde et 20 minutes. Ils ont des équipes de fact-checkers. Ces équipes de fact-checkers sont certifiées mondialement dans un réseau. Et c'est ce réseau qui nous fournit, au-delà de la France, aujourd'hui, plus d'une vingtaine de partenaires qui peuvent travailler avec Facebook dans un partenariat en multilangue qui nous permet de travailler et de répondre aux signalements des utilisateurs. L'AFP, à ce titre, travaille aujourd'hui dans plus de 16 pays pour Facebook. C'est une activité qui donne lieu à un contrat. D'ailleurs, le président de l'AFP le dit dans les colonnes des journaux français. Et il nous aide désormais à fact-checker du texte, des photos et de la vidéo. Et l'AFP est un de nos partenaires dans le monde les plus en avance. Et le président de l'AFP le dit très bien, vous l'avez cité, Fabrice Heffes, c'est devenu une activité pour lui. Comment ça fonctionne ? Les gens signalent ce qu'ils estiment être une fausse information. Et ensuite, ces fact-checkers font leur travail de vérification. Et si l'information est considérée comme fausse, alors son impression numérique est considérablement baissée de 80% sur Facebook. Et l'accès potentiel aux ressources publicitaires est immédiatement interdit. Qu'est-ce que ça donne ? Je vous renvoie à 2 études. Alors, il y a une étude qui a été faite par l'université de Stanford, qui a été publiée il y a quelques mois. Une étude extrêmement poussée de vos collègues du Monde, en octobre de l'année dernière, qui ont étudié l'impact que toutes ces mesures avaient. Ils ont constaté, je les cite, vous pourrez aller voir les études, une baisse du nombre, de la viralisation des fausses informations. 3e élément, je termine, mais c'est important d'être précis là-dessus. C'est l'éducation et la formation des utilisateurs. Ce qui est très important, c'est que dans le système de signalement avec les fact-checkers, il se produit parce que les utilisateurs que vous êtes, il y a 36 millions d'utilisateurs de Facebook en France, signalent les contenus. Et on a simplifié la capacité de signalement, ça prend 2 clics sur un portable pour signaler. Donc en permanence,
on éduque, on informe. Il y a actuellement une campagne qui est faite spécifiquement en France, auprès d'ailleurs et avec les grands médias, pour la campagne électorale des européennes, en disant sécuriser la communauté, vous, sécuriser les plateformes, c'est aussi de le faire avec les utilisateurs. Donc l'éducation en permanence, et l'éducation et l'information au signalement, c'est absolument fondamental. Donc c'est à la fois finalement à la source empêcher les pages de se créer et en aval empêcher les contenus faux de circuler. Les signaler et avec nos partenaires qui fact-check pour pouvoir évacuer les fausses informations. Sauf qu'aujourd'hui, cette propagation de fausses nouvelles, elle n'est pas que sur le vaisseau amiral, elle n'est pas que sur la plateforme Facebook, elle est aussi dans WhatsApp. On a vu récemment le cas pour des élections en Inde notamment, où de façon virale, plusieurs messages et fausses nouvelles là aussi se sont propagés. Donc il y a des mesures qui ont été prises sur le nombre limité de contacts auxquels on peut forwarder un message. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça touche l'ensemble des marques de la maison Facebook. Plateforme, Messenger, Instagram, WhatsApp. Quand on contrôle, allez, 60% pour être gentil, l'accès à ce marché de la messagerie instantanée comme on le fait chez Facebook, et on est très content de montrer par des infographies interposées que justement on est très présent sur ce marché-là, et tant mieux pour vous. Comment est-ce qu'on prend le problème à bras-le-corps sur l'ensemble, encore une fois, du réseau ? Aujourd'hui, vous êtes la source d'information et d'accès à l'information d'un nombre incalculable de citoyens et d'utilisateurs. Eh bien, nous faisons exactement ce que je viens de vous exprimer. C'est-à-dire qu'on développe des outils, on développe des partenariats. Quand il est nécessaire, nous changerons nos politiques et nos règles internes. On développe des systèmes de sécurité particuliers. C'est le cas, vous l'avez cité, pour WhatsApp sur le partage des informations. Et on essaye en permanence, puisque c'est la responsabilité d'un leader, d'être dans le mouvement et d'essayer d'ouvrir les voies, de défricher et de trouver les meilleurs systèmes. Le fact-checking et ce travail qui est fait, qui vous paraît peut-être aujourd'hui plus mûr, plus efficace, etc., il a pris plusieurs années. Moi, je me rappelle les premiers moments, les premiers mois du fact-checking en France, on testait avec les médias eux-mêmes. Il y avait, je vous donne un exemple. On avait au départ proposé, les fact-checkers le faisaient, quand une fausse information était détectée, elle n'était pas tout de suite supprimée massivement des fils d'actualité, on mettait un petit drapeau rouge pour dire « attention, c'est une fausse information ». Au lieu d'empêcher sa viralisation, tout le monde se jetait sur cette information. C'est ce type aussi de pratique, de comportement des utilisateurs. On est amené, par exemple, à proposer aussi, à côté d'informations qui peuvent apparaître fausses, ce qu'on appelle des related articles, c'est-à-dire d'autres informations vraies qui donnent le contrepoids. L'engagement de Facebook, c'est de mettre des moyens considérables, d'avoir des partenaires. Pour les 4 plateformes, ce que je vous ai dit pour Facebook, vaut bien sûr pour Instagram. On sait qu'Instagram, qui est devenu une plateforme importante, peut faire l'objet aussi de ces tentatives. Eh bien, on met des moyens considérables, on communique, on donne les chiffres de façon transparente. Les chiffres que je vous donne sont désormais donnés de façon régulière. Tous les semestres, on veut, dans les prochains mois, les donner de façon trimestrielle. Dès que des fausses pages sont observées, qu'on en connaît l'origine le plus précisément possible, nous communiquons. Ça montre l'engagement de l'entreprise. Et l'entreprise dit toujours, le travail n'est pas terminé. Parce que vous avez affaire à des gens parfois qui sont très mal intentionnés, très bien organisés, très bien financés, qui utilisent les ressorts de l'innovation technologique. Eh bien, le travail et l'engagement de l'entreprise, c'est d'être le plus en pointe sur ces sujets. Précisément, comme vous dites, c'est le même problème que dans les cambriolages. Je veux dire, à un moment, rien n'est inviolable. Tout dépend des moyens qu'on met pour forcer la serrure. Vous, de la même manière, enfin, demain, les fake news, ou en tout cas les propos malveillants, ne disparaîtront pas automatiquement et simplement juste du fait de ce que vous mettez en œuvre aujourd'hui. Si dans un an, on réévoque le sujet, quel est votre objectif ? À quoi est-ce qu'on pourra considérer que Facebook a rempli son mandat ou en tout cas a atteint un objectif satisfaisant ? Je vous renvoie justement à ces rapports de transparence, on les appelle en anglais les Transparency Reports, où vous voyez les progrès. Vous voyez les progrès qui sont faits pour lutter contre ce phénomène, qu'ils sont faits également, ces progrès, pour lutter contre les contenus de haine, les contenus qui n'ont rien à faire sur Facebook. Je vous donne un exemple, parce que là aussi, ça permet d'illustrer de façon très précise. Les contenus à caractère terroriste n'ont évidemment rien à faire sur Facebook, sur l'ensemble des plateformes Facebook. Sur Facebook, on publie ces rapports de transparence
Et désormais, vous pouvez voir que de façon proactive, grâce aux outils d'intelligence artificielle, 99,6% des contenus à caractère terroriste sont bloqués de façon proactive par les outils et ne rentrent plus sur la plateforme. L'objectif, c'est d'atteindre dans toutes les catégories de contenu, contenu de haine, contenu de violence, contenu de harcèlement, qui sont plus difficiles naturellement à pouvoir vérifier de façon proactive, à atteindre ces chiffres-là, au-delà, si possible, de 80 puis 90%. Vous allez voir les progrès. Les chiffres sont désormais communiqués. Ça vous montre, si vous voulez, à la fois les moyens qui y sont mis, les résultats qui y sont mis et le travail que fait l'entreprise. Sachant, je reviens sur la première question qui est celle de la régulation, une partie de ce travail doit aussi se faire avec les autorités publiques, parfois avec les régulateurs. Il est parfois difficile de savoir précisément ce qu'est un contenu de harcèlement, comment on le définit. Comme il est difficile, de la position de l'entreprise, de savoir ce qui est une vraie information ou une fausse information. J'ai cru comprendre que ce matin, Alexis Brézet du Figaro donnait des exemples de la complexité, même pour des rédactions pourtant expérimentées, et des médias qui sont là depuis des décennies, même plus, de juger de l'information, d'où les partenariats. Et sur un certain nombre de ces questions, il est très important de travailler avec la communauté des médias, parce qu'ils ont des journalistes, parce qu'ils savent traiter de l'information. Le partenariat avec l'AFP, qui est une des plus grandes agences mondiales de presse, le montre de façon presque symbolique, mais aussi parfois avec des régulateurs et les autorités publiques. En parlant de régulation, en un an, il y a quand même pas mal de pilules qui ont dû être avalées, notamment par Mark Zuckerberg, sur la privacy. On va fêter les 1 an de l'entrée en application du RGPD, par exemple, dans quelques jours. Vous rappeliez tout à l'heure l'édito qu'il a pu faire paraître notamment dans JDD en parlant de régulation et où, d'un coup d'un seul, il se découvre une passion absolue pour cet outil. Est-ce que, derrière ce sourire, ce qu'il ne nous dit pas, c'est tout simplement, vous les régulateurs, vous les gouvernements, faites votre boulot et nous, on va faire le nôtre, évidemment, en toute bonne intelligence avec vous. Est-ce qu'il ne nous met pas devant nos responsabilités aussi ? D'abord, avec humilité, mais beaucoup de résolution, on essaye de prendre ce sujet avec évidemment beaucoup de sérieux. Nous, pas besoin de développer longtemps pour constater tous ensemble que nous sommes désormais dans des sociétés connectées, que la révolution numérique a pris une place considérable et que la vie des plateformes, pas uniquement celle de Facebook, a une place considérable dans la société. Et d'ailleurs, pour paraphraser Mark Zuckerberg, je vais me le permettre, il dit, si on avait à écrire aujourd'hui les règles de l'Internet ou la façon de fonctionner, on ne les écrirait certainement pas en 2019 comme on a pensé Internet il y a même 10 ans. Et donc le point sur la régulation, c'est de dire les entreprises, il n'est pas le seul à le dire, mais il le dit fortement, comme Facebook, par sa position, a des responsabilités sur ce sujet. Elle a des responsabilités sur des sujets extrêmement importants, que sont les élections, la modération des contenus au sens large, la protection des données, la portabilité des données. Mais il dit aussi, il a raison, je vais vous donner un exemple, que la puissance publique doit être associée à cette réflexion. Parce que les citoyens français, mais au-delà, en Europe et dans beaucoup de pays, souhaitent, et Facebook dit qu'ils ont raison, ils le demandent d'ailleurs, que cette régulation suive aussi un processus démocratique et soit portée par les autorités légitimement élues. Il n'est pas de la responsabilité totale d'une entreprise privée d'édicter ces règles-là. Donc il doit y avoir ce dialogue-là. Je vous donne un exemple. Les élections. C'est très intéressant parce que nous, on a changé toutes nos règles sur les élections et notamment la façon dont on fait de la publicité politique sur Facebook. C'est pas très fort en France parce que c'est très réglementé. Dans certains pays, c'était plus développé. Peu importe. Et on observe qu'un certain nombre de règles, notamment en France, limitent l'expression d'un certain nombre de partis, de candidats, de l'environnement politique pendant la période des élections. Or, les risques d'interférence ne sont pas limités aux périodes électives. Elles peuvent se produire partout. Comment définit-on, on a plusieurs cas, je pourrais y passer 20 minutes, mais je ne vais pas vous embêter, une publicité politique? Par celui qui en est à l'origine, par celui qui en est la source, c'est plus difficile. Pour la définition, pardon, j'interromps là-dessus, Philippe, mais pour la définition de ces règles, Facebook seul ne peut pas les édicter. Il faut bien que les États, les gouvernements, certains régulateurs édictent de nouvelles règles ou les mettent à jour dans un temps qui est celui de la société connectée, alors que ces règles-là datent parfois du temps de l'analogique. C'est là, par exemple, sur des sujets extrêmement précis, on dit au gouvernement, on a besoin aussi de travailler avec vous et de discuter avec vous, parce qu'on ne peut pas prendre la responsabilité d'édicter toutes les règles.
Je vous confirme en tout cas, Laurent, que vous avez resserré vos algorithmes de contrôle à la publicité politique, puisqu'en postant certaines vidéos de promotion de ce colloque, on a été bloqué parfois, on a dû montrer patte blanche pour bien prouver qu'il ne s'agissait pas de publicité politique. Juste pour que ça marche. Pour revenir sur la régulation et aller peut-être vers notre conclusion, dans les années 60, quand deux puissances se rencontraient, c'était Brejnev et Nixon. Il y a 8 ans, en 2010, 9 maintenant, quand Nicolas Sarkozy a fait le IG8, c'était très frappant de le voir aux Tuileries s'adresser à tous les patrons mondiaux du numérique, presque comme s'il s'adressait à une X plus unième nation de l'ONU, enfin comme s'il s'adressait à un corps constitué, sauf que précisément, c'est pas un... Donc vendredi dernier, votre patron a rencontré Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on peut se dire à un moment, on ne va pas signer un traité, cette co-régulation ou cette régulation partagée, comment est-ce qu'elle peut s'organiser ? Une partie des pays européens, et notamment le nôtre, la France, a une réflexion sur justement la régulation de l'Internet aujourd'hui, dans ce moment-là. Pourquoi je dis la France et pas uniquement, et l'Europe ? L'Europe l'a même prouvé par la publication du RGPD il y a quasiment 1 an, jour pour jour. C'est le 25 mai. Donc l'Europe a une vision qui se trouve être entre celle des États-Unis, qui est une vision plutôt alimentée par la culture de la liberté d'expression, premier amendement, et éloigner l'Europe de la vision plutôt asiatique portée par la Chine d'un contrôle plus fort, pour simplifier, de l'État. Et le débat, justement, et moi je trouve qu'il est très sain, qu'il puisse avoir lieu entre des chefs d'État ou des chefs de gouvernement et des patrons d'entreprise qui, tous les jours, ont face à cette responsabilité de nourrir la vision, au fond, d'une régulation à l'européenne qui tend à trouver la juste balance entre tous ces éléments de sécurité, mais en même temps d'innovation. Et au contraire, je pense qu'il ne faut pas s'étonner d'un dialogue qui puisse s'instaurer entre un gouvernement et des entreprises. Il est plutôt sain. Il est plutôt sain, je trouve, que l'on dialogue, que l'on cherche à trouver les bonnes règles de la régulation aujourd'hui, en 2019. Sauf que Facebook, c'est une réalité mondiale, qu'Emmanuel Macron, il a autorité sur un pays de 65 millions d'habitants. Considérons qu'il a une partie d'autorité sur le territoire européen, mais qu'en tout état de cause, ça ne peut pas aboutir à une norme. Macron n'est pas en état d'édicter une norme qui s'appliquerait mondialement à Facebook. Donc c'est quoi ? C'est des guidelines ? C'est du code de bonne conduite ? Mais, enfin, prenez l'exemple de RGPD. Ça c'est concret, c'est un règlement. Il a été européen. On a vécu dans toutes les entreprises de notre pays, qu'elles soient digitales ou pas, l'évolution de ce règlement. Prenez juste cette histoire d'il y a 1 an, pour répondre à votre question. Le règlement a été pensé en Europe. Il a d'ailleurs été demandé par beaucoup d'entreprises européennes, qu'elles soient digitales ou pas, beaucoup d'institutions ou de corps constitués européens, en disant, écoutez, il y a des réglementations nationales sur la protection des données dans tous les pays. C'est ingérable pour un marché unique. Il serait bon d'édicter une norme unique. Elle a été faite. Elle inspire même aujourd'hui, et Mark Zuckerberg, pour ne pas le citer encore une fois, dit même cette réglementation que nous avons appliquée pourrait même inspirer d'autres États. Donc ça peut se produire. Il faut bien un moment commencer, inspirer, prendre un leadership, y compris sur les sujets de régulation. Philippe, pour répondre à votre question, ça a été fait. Le RGPD, c'est valable aujourd'hui en Europe. Ça inspire même potentiellement demain, nous on pense que c'est une bonne réglementation, d'autres pays et d'autres zones économiques du monde. Et ça inspire à tel point d'autres pays qu'Elisabeth Warren, candidate à aller aux primaires démocrates, veut votre démantèlement. Chris Hughes, cofondateur de Facebook, même s'il ne travaille plus activement chez Facebook aujourd'hui, dans le New York Times, pas plus tard que vendredi, lançait un appel et un édito pour là aussi vous démanteler, alors que lui-même est créateur de la plateforme, en tout cas de départ. Ça veut dire quoi ? On faisait tout à l'heure référence aux core values du World Wide Web, en tout cas créés tel quel par Tim Berners-Lee, qui lui-même, aujourd'hui, 30 ans après la naissance de sa création, déplore très souvent la façon dont le web est devenu une succession de monopoles, dont vous faites partie, que vous le vouliez ou non. Vous avez contribué à éditer cette plateformisation, cette monopolisation du web.
juste la question, c'est est-ce que c'est dur de devenir adulte ? Il y a 2 points dans votre question. D'abord, sur le sujet qu'a porté la tribune de Chris Hughes, on a répondu, on a pris une position, on a répondu assez clairement. Attendez, il y a un certain nombre de défis et de challenges qui se posent au monde moderne, au monde de l'Internet, au monde des plateformes, qui dépassent Facebook. Est-ce que nous pensons, ou on peut penser que démanteler, puisque c'était le titre, une entreprise va aider à résoudre ces problèmes? Non. Sur un certain nombre de ces questions, la capacité d'avoir une entreprise comme Facebook qui peut investir, qui peut mettre des ressources, qui peut dialoguer, qui peut trouver des voies et des moyens pour essayer de répondre à ces challenges, l'interférence politique, les fausses informations, les fausses pages, la modération des contenus, peut être aussi un élément de réponse. C'est ce qu'on a dit. 2, vous évoquez le mot monopole. Regardez sur les messageries. Parmi les principaux pays du monde, Facebook n'est pas le leader. C'est iMessage aux États-Unis d'Amérique. En Chine, c'est la plateforme WeChat. Nous sommes, dans un monde de compétition. Vous utilisez, tant mieux, tout un tas d'applications, vous aussi, hein, pour partager des contenus, regarder de la vidéo, dialoguer avec vos amis. Enfin, YouTube, que je sache, c'est quand même une grande plateforme. C'est un grand réseau. Il y a des millions et des millions de vidéos qui sont vues sur cette plateforme. Ce n'est pas un petit compétiteur. C'est une entreprise qui existe, qui préexistait même à la naissance d'un certain nombre de plateformes. Et quand vous regardez les applications utilisées dans le monde, ici dans notre pays, il y a quand même beaucoup d'applications de consommation de vidéos, de partage, de réseaux sociaux qui sont en dehors de l'univers de Facebook. C'est un monde en réalité très compétitif. 2 milliards d'utilisateurs, c'est beaucoup de responsabilités. Mais c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est beaucoup de responsabilités et on veut les assumer, mais plus que les assumer, les prendre. C'est-à-dire venir devant vous, merci de m'avoir invité, pour vous dire voilà ce qu'on fait sur la modération des contenus. Voilà comment on pense une régulation moderne en 2019 dans un dialogue avec les États. Voilà ce qu'on a mis sur la table pour lutter contre les fausses informations. Voilà ce qu'on est en train de faire ici même en Europe pour que le processus électoral se passe bien, qu'il n'y ait pas d'interférence politique. On prend nos responsabilités. Je ne dis pas que sur tous les sujets, à chaque fois, on a 20 sur 20 ou on réussit à 100%, mais l'engagement, il est majeur et vous l'avez compris, il est total. Peut-être une dernière question qui nous ramène à la discussion entre Macron et Zuckerberg, et peut-être à un sujet sur lequel ils ont échangé. On reproche souvent au président de la République d'être arrogant. Est-ce que chez Facebook, vous n'avez pas péché par arrogance, éventuellement par un certain manque de transparence? Alors manifestement, c'est un sujet qui évolue, et dans une notion du partenariat, avec donc là on vient dans une sphère plus économique, qui est un peu le baiser Du dragon. Du dragon, c'est ça. Donc on est partenaire, mais quand même à la fin, la valeur, c'est pour moi. Pas peut-être tout suivi sur le baiser du dragon. On file une métaphore sur Game of Thrones depuis tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. D'accord. Tout va bien se passer. Mais vous observez, vous jugez, vous êtes des journalistes, des observateurs, je vous laisse juger, critiquer, vous féliciter, vous le faites très bien. Moi, c'est pas mon travail. Ce que je veux dire, c'est que sur ces sujets, n'oubliez pas que ce sont de jeunes entreprises qui ont été capables très rapidement de comprendre la responsabilité, en effet, qu'elles avaient, liée à leur croissance extrêmement forte, et de prendre des mesures, d'essayer de les expliquer, d'essayer d'être transparent. Elle le fait, l'entreprise Facebook, avec beaucoup d'humilité et beaucoup de volonté de pouvoir faire comprendre ce qu'elle fait, d'essayer d'avoir des résultats et de vous montrer les moyens et de le faire de façon le plus transparent possible. Ensuite, sur le baiser du dragon, j'ai pas bien compris. Sur le terrain économique et sur la posture de partenariat que vous affichez avec des médias, la manière dont eux le transcrivent, mais dont des statistiques, que ce soit celles du SRI en France, de l'IAB un peu partout dans le monde, les études de Bain pour le CSA l'été dernier, enfin, à la fin, ça arrive toujours à la même conclusion. Il y a 2 entreprises qui capturent l'ensemble de la valeur créée dans le numérique, qui sont Google premier, Facebook
Deuxième, et puis avec un élément de cauchemar supplémentaire qui pourrait faire venir des cheveux blancs aux gens de médias, moi c'est déjà fait, c'est Amazon qui maintenant est en train de monter en puissance. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas que vous renonciez à quelques points de marge pour mieux rémunérer et mieux redistribuer à vos partenaires? On cherche à le faire avec les médias dans tous les pays dans lesquels on a une activité. On cherche à le faire en France. Je vais vous donner 2 exemples précis. On cherche à le faire avec les médias qui utilisent les plateformes, Facebook en particulier, et qui mettent beaucoup de contenu, avec un nouveau produit qu'on a lancé il y a plusieurs mois qui s'appelle, et vous allez comprendre de quoi il s'agit, l'AdBreak, qui permet de monétiser par de la publicité les contenus de ces éditeurs. Il y a un autre sujet qui, moi, m'intéresse beaucoup, sur lequel on a de très beaux résultats, et un des partenariats les plus forts a été réalisé en Europe, ici en France, c'est le sujet de l'abonnement pour les grands titres de presse. Je peux le dire puisque notre partenaire nous a autorisé il y a quelques mois à communiquer un cas d'étude, c'est Le Monde. Depuis plus de 2 ans, nous travaillons avec le journal Le Monde pour les aider à accélérer sur l'abonnement numérique. Parce que nous pensons que nos outils de marketing digital, qui fonctionnent pour tout un tas d'entreprises dans le monde, qui fonctionnent pour des médias américains, qui fonctionnent pour de grandes plateformes qui ont un contenu premium, je pense à Spotify ou à Netflix, fonctionnent pour les titres de presse. Eh bien, l'un des partenariats les plus fructueux, les plus réussis en Europe, c'est ce qu'on a fait avec Le Monde depuis 2 ans. Ils ont vu leur abonnement numérique progresser de façon extrêmement significative. Le patron du journal, Louis Dreyfus, exprime d'ailleurs et commente ces chiffres. Et il dit lui-même, je le cite, que dans ce partenariat, une des entreprises qui a été la plus engagée, qui les a aidés pour construire cette valeur, c'est Facebook. Et bien, je peux vous dire, pour toutes les équipes de Facebook en France, c'est une très grande fierté. Parce que nous voulons être le partenaire des médias, nous avons besoin de ces grands titres de presse et de ces grands médias, et qu'on cherche en permanence à trouver avec eux la capacité de créer pour eux de la valeur, soit en partageant nos outils de monétisation publicitaire, c'est l'AdBreak, soit en construisant des stratégies de croissance des abonnés. Il y a beaucoup de potentiel pour eux. L'exemple du Monde, on est évidemment très heureux en France, c'est un des plus beaux exemples, une des plus belles réussites en Europe sur ce sujet de l'abonnement. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous.